Merci de toujours rester fidèle à Prestige TV. Nous sommes le 31 décembre 2018. Nous sommes à quelques heures de 2019. Le chef de l'État, le président M. Macky Sall, vient de prononcer son discours à la nation. Un discours de 30 minutes que nous allons décortiquer avec vous. Et pour cela, nous avons des invités qui vont partager le plateau avec nous et essayer de décortiquer ce discours que le chef de l'État vient de prononcer. Et j'ai à ma droite M. Diawara, M. Adama Diawara de PASTEF. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Et à côté, M. Marfo Faye de Réumi. Bonsoir. Et nous avons M. Mamadou Mbaye de l'APR. Bonsoir. Et pour animer ce débat, je suis avec M. Pape Abdoulaye Mbengue. Bonsoir, M. Bonsoir, Jeanne. Et le chef de l'État vient de prononcer son discours, un discours de 30 minutes que M. Mbengue, on peut répartir, si on devait structurer, en 3 parties. D'abord, le bilan des 7 ans à la tête du pays, mais également les réalisations axées sur 5 initiatives. Mais aussi, il s'est prononcé sur l'élection présidentielle. Il a appelé à des élections apaisées. Monsieur Diawara, je commence par vous. Comment analysez-vous ce discours du chef de l'État? Donc, merci beaucoup, madame. Merci également, chers compatriotes, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être ici sur votre plateau pour commenter le discours du président de la République. Et c'est l'occasion pour nous pour souhaiter une bonne année 2019 à tous les Sénégalais, mais également à tous les citoyens du monde. Comme vous l'avez dit, on a écouté pendant 30 minutes le discours du président de la République qui s'est évertué à un tout petit feu faire un bilan, comme si il faisait un bilan d'adieu. On l'a écouté dérouler comme à l'accoutumée depuis 7 ans. À chaque fois, ils reviennent pour dire les mêmes choses qui, en général, est complètement en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'il y a énormément de non-dits dans son bilan. Beaucoup de non-dits. Des situations qui sont des situations qui tiennent à cœur les Sénégalais. Ils n'en ont pas parlé. La question de l'emploi de la jeunesse, presque, il est passé par des chiffres. Mais en réalité, ce qui se passe peut être vu un peu partout dans le Sénégal. La situation de la santé, il n'en a pas parlé au moment où Andegesem venait de terminer son 18e plan d'action. La situation scolaire, il n'en a pas parlé. La situation des étudiants aujourd'hui, du privé, mais également des étudiants, il n'en a pas parlé. Mais également la situation de notre agriculture, il en a parlé vaguement, mais tous les problèmes que les Sénégalais vivent pour dire en un certain moment de Kibi de Femme Maki. Donc simplement pour dire, le président était, à mon avis, en train de faire un discours d'adieu. Il a également, en un certain moment, fait des projections. Si vous voyez les secteurs d'activité, il a parlé de tout, sauf de l'industrie. Il n'a pas parlé d'industrie parce que nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'industrialisation. C'est un pays qui aujourd'hui est donné à l'étranger. C'est un pays où tout est entre les mains de l'étranger, des entreprises étrangères. Quand il nous parle d'un taux de croissance qui tourne autour de 7,2%, en réalité, ce taux de croissance, les Sénégalais ne le ressentent pas. C'est un taux qui est certes fort, mais la réalité est que ce n'est pas un taux produit par les Sénégalais pour les Sénégalais. Pourquoi? Pas simplement que ce soit nos infrastructures, mais également que ce soit nos ressources, mais également les marchés qu'ils donnent. C'est des marchés qui sont donnés à des entreprises étrangères. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie au Sénégal. Toutes les industries ont fermé. Tout ce qui est produit est rapatrié à l'étranger, dans les pays étrangers. Ce qui fait que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est une redistribution de cette richesse à l'intérieur du Sénégal. Quand il ne parle pas d'industrialisation, notre agriculture, on produit pour vendre des produits bruts. On produit, il n'y a aucune valeur ajoutée sur ce qui se fait. Prenez l'arachide. Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites à partir de l'arachide. Mais aujourd'hui, on voit que absolument rien n'est fait.
Donc, on est dans un pays où le pays marche presque sur un seul, l'investissement étranger. Il a parlé de la dette. Nous nous endettons encore une fois. On disait en Grèce antique que quand quelqu'un s'endettait en un certain moment, il devenait votre esclave. Aujourd'hui, on est en train de nous asservir vis-à-vis des puissances étrangères, vis-à-vis de l'extérieur. Et un endettement qui ne va pas dans les priorités des Sénégalais. On s'endette pour construire des TER qu'on n'arrive pas à maîtriser. On continue également à développer un modèle économique ou bien un modèle de développement encore colonialiste. Tout sur Dakar, tout sur Diamniadio, alors que le reste du Sénégal reste vide. Aujourd'hui, cela est en train encore d'activer l'exode rural. Les gens continuent à venir vers Dakar. Si la croissance du Sénégal tourne autour de 2,4%, la population du Sénégal, celle de Dakar à Dakar, on aura un doublement tous les 15 ans. Quand on a un doublement tous les 15 ans, avec une macrocéphalie comme Dakar qui continue à conserver toutes les, que ce soit les ressources, les infrastructures, les politiques, l'administration, on continue à développer ça, Dakar, Diamniadio, tout ce triangle-là. Le président en a parlé en parlant de Mour, de Thiès et de Dakar. Que tant qu'on continuera sur ce modèle, les gens ne vont pas progresser. Bon, j'ai vu véritablement un président qui faisait un show, qui a parlé de Ila Touba. Il en a parlé de quelques infrastructures qui sont en train de... Il nous parle d'infrastructures alors qu'aujourd'hui les Sénégalais sont fatigués dans le domaine de l'alimentation. Dans beaucoup de domaines, les Sénégalais veulent un changement. Et malheureusement, il n'a pas pu, durant ces 5 ans, en parler. Il n'a pas parlé également de l'état de droit. Un secteur qui avait fait qu'en 2012, nous avions élu Macky Sall. Abdoulaye Wade, on ne pouvait pas lui rétorquer des problèmes d'infrastructure. Il a commencé quelque chose et on l'a vu. Mais on l'attendait par rapport à l'état de droit. Aujourd'hui, cet état de droit est véritablement... on ne peut pas parler d'état de droit au Sénégal aujourd'hui. Regardez l'affaire Karim Wade, regardez l'affaire Khalifa Sall. Les gens n'arrivent pas jusqu'à présent à comprendre de façon réelle. Regardez tous ces gens-là qui gèrent des sociétés, des gens que des institutions ont épinglés et qui continuent d'être protégés par le président de la République. Le président de la République qui se dit et se dédie à chaque fois, je ne vais pas élire mon frère, et qui, cela montre encore une fois cette posture qui est une posture partisane qui fait tout que le président veut se réélire et il va utiliser tous les moyens pour se faire réélire. Merci beaucoup, M. Diawara. On va revenir en attendant de donner la parole à M. Mbaye de l'APR. Êtes-vous d'accord avec le discours de M. Diawara de PASTEF qui dit que le président n'est pas entré en profondeur dans les problèmes? Merci, madame. Je voudrais d'abord remercier le groupe Thiès Prestige de l'invitation qui m'a été faite. Remercier également mon collègue M. Mbeng, remercier mon co-débatteur. Bon, je voudrais tout d'abord m'étonner de l'interprétation faite par mon co-débatteur du discours du président de la République. Je pense que quand il dit qu'il n'a pas parlé de l'agriculture, je trouve que c'est une hérésie. Parce que nous avons fait un bond extrêmement important en matière agricole. Nous avons des productions dépassant les 1 million de tonnes. Et c'est dit dans le discours, il dit que le président n'a pas parlé d'agriculture. Donc ça, c'est complètement des contre-vérités. Maintenant, bref, ça c'est une petite réponse par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je vais venir d'abord sur les fondamentaux et sur l'état de changement que le président a apporté à ce pays-là. Et pour comprendre les changements apportés par le président de la République, il faut avoir un cliché de l'état du pays en 2012. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il y avait en 2012? En 2012, on avait des prix de denrées alimentaires extrêmement élevés, un taux d'inflation insoutenable. On avait un taux de croissance faible, 1,7%. On avait des émeutes de l'électricité, 700 heures de coupure dans l'année.
On avait un état de droit presque inexistant, avec des corruptions. Nous nous rappelons de la mallette de Segura au palais de la République. C'est ça, c'est ce Sénégal-là que Macky Sall a trouvé. Nous nous souvenons de la célèbre déclaration du président Wade disant que dans 3 mois, le président qui sera élu ne pourrait pas payer les salaires. Voilà l'état du Sénégal en 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Au plan de l'électricité, nous avons un excédent. Est-ce que ça, ce n'est pas un pas en avant? On est passé de situation d'émeute, de coupure intempestive de 700 heures dans l'année à 24 heures l'année. Et ça, vous dites qu'il n'y a pas d'avancée. Ça veut dire que vous êtes aveugle ou bien vous ne voulez pas savoir ce que c'est qu'une avancée. Donc en électricité, il n'y a même pas à discuter. Moi, je ne vais pas perdre mon temps sur ça parce que tous les Sénégalais ont constaté des avancées notoires. On a introduit le mix énergétique qui n'était pas le cas. On avait le plan Takal du Rui Kamek un peu partout dans ce pays-là. Donc il faut être sérieux et respecter le président Macky Sall parce qu'il a fait un bond extrêmement important en matière de l'électricité. Sur les denrées de première nécessité, nous avons vu que les prix grimpaient en 2012. Le gaz, vous l'avez à presque à 3 000 francs. Aujourd'hui, tous les prix sont maîtrisés. L'inflation est maîtrisée par le président de la République. Le déficit budgétaire, qui était de 6,7%, est réduit à 3%. Et vous dites qu'il n'a rien fait. Le taux de croissance dont il a parlé, parce que le taux de croissance, c'est le meilleur baromètre de développement d'un pays. Dans tous les pays du monde, pour connaître si un pays avance ou pas, on cherche son taux de croissance. Et le président a multiplié, tenez-vous bien, par 4 ce taux de croissance. Et vous dites que le Sénégal n'avance pas, le président est en train de rêver. C'est vous qui rêvez. Ou bien vous ne voulez pas regarder ce que c'est que la réalité. Parce que le président Macky Sall a fait un pas extrêmement important. Maintenant, la grande réalisation du président, c'est cette idée de plan Sénégal émergent. Parce qu'un président visionnaire, c'est un président qui dit que je vais amener un plan qui va dépasser même mon existence au niveau du poste de président de la République. Parce que ça le dépasse. L'horizon est de 2035. Et le président a mis en place ce plan Sénégal émergent. Nous sommes en phase 1. C'était la phase qui venait d'être évaluée et qui donnait les résultats qui nous ont valu la satisfaction des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers et qui nous a valu cette deuxième phase qui nous a amené les 7 230 milliards que nous avons récoltés. Cela prouve d'abord de la confiance accordée par les partenaires internationaux à notre État qui est le Sénégal. Nous savons tous que les bailleurs, ils ont leur argent et ils savent, ils vérifient là où ils mettent leur argent. Quand les bailleurs, quand nous sollicitions 2 000 milliards et qu'ils nous accordent 7 000 milliards, cela suffit vraiment à quelqu'un qui veut être édifié de la vitalité de l'économie sénégalaise. Vous savez, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Américains, par exemple, le Millennium Compact, qui ne fait pas partie du PSE, les Américains, c'est eux-mêmes qui suivent le fonds. Ils sont satisfaits du premier compact et ils ont déboursé plus de 300 milliards pour le Sénégal. Quand les bailleurs ont cette confiance, cela prouve que le président est en train de faire décoller ce pays-là. Ça prouve que le président est en train de poser des actes majeurs qui vont nous permettre d'émerger en 2035. Nous n'allons pas dire que nous sommes émergés, mais nous sommes sur la voie de l'émergence. Et que le président a axé l'émergence sur ces 3 piliers-là. Et le premier pilier est en train d'être rempli, qui est la structuration de l'économie. C'est les infrastructures. Vous ne pouvez pas vous développer sans développer les infrastructures. Il parle du terre. Et j'ai vu son leader parler de 1 000 milliards. Supposons que le terre coûte 1 000 milliards. Dakar perd en 1 an, par des études très bien établies par la Banque mondiale, 100 milliards
dans l'embouteillage. Dakar, c'est avéré, ce que je dis, c'est des chiffres avérés. Chaque année, on perd 100 milliards dans les embouteillages à Dakar. Comment on explique cela? Donc un président visionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester et perdre 100 milliards par an tout le temps? Non, il va créer le TER pour décongestionner Dakar et gagner de l'argent. Le TER, ça va nous permettre de faire des économies. Et maintenant, j'ai constaté des contradictions dans ce que vous dites. Vous dites que Dakar est trop concentré, Dakar est saturé, et vous fustigez la nouvelle ville de Diamniadio. Ça, c'est une contradiction, mon cher. Le président a vu que Dakar ne respirait plus. C'est pour cela qu'il a créé la nouvelle ville de Diamniadio. C'est pour amener les gens là-bas et pour décongestionner Dakar. Donc voilà, grosso modo, ce que je voudrais dire dans un premier temps, pour dire que c'est un bilan extrêmement élogieux du président de la République. D'ailleurs, je salue vraiment la manière dont il a présenté ce bilan-là et nous sommes extrêmement satisfaits de ce bilan-là. Merci beaucoup. On va revenir à M. Mbaye sur ce discours en attendant de passer la parole à M. Marfou Faye de Réumi. Comment analysez-vous ce discours? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a toujours comparaison parce qu'on entend toujours 2012 et à aujourd'hui? Comment analysez-vous ce discours du chef de l'État? Voilà, merci madame. J'ai toujours le plaisir de venir communier avec Thiès Prestige. Et nous vous remercions par rapport à cette invitation et surtout l'occasion que vous nous offrez pour souhaiter à tous les Sénégalais, mais particulièrement aux Thiessois, nous voulons les meilleurs pour une année 2019 pleine de succès, de bonheur et de prospérité. Je salue également au passage mes co-débatteurs. Et par rapport à la question, je voudrais juste dire que nous avons écouté le président de la République qui a présenté un discours, mais pratiquement c'est un bilan. C'est le bilan de cette année pendant lesquelles il a été à la tête du Sénégal. Malheureusement, un bilan doit être présenté sous deux phases. Si vous présentez les réalisations, les résultats, vous devez présenter également les difficultés. Le président a complètement occulté toutes les difficultés que les Sénégalais rencontrent par rapport à la matérialisation de son projet. Et là, vraiment, nous pensons que c'est un manquement. De façon globale, il a pratiquement touché tous les secteurs de la vie, de l'activité au Sénégal. Il a parlé effectivement de l'agriculture, mais malheureusement, il n'a pas insisté sur les points saillants. Il nous avait promis l'autosuffisance en riz en 2017. Il a complètement abandonné cette vision-là ou bien cette orientation-là. C'est ce qui pose problème. Durant tout le discours, nous l'avons vu entrer dans une logique de comparaison. Effectivement, comme vous venez de le dire, il prend toujours appui sur ce qui s'est passé en 2012, bien, sous le règne d'Abdoulaye Wade, pour décliner ce qu'il a pu réaliser durant ces 7 années, sans pour autant tenir compte de la conjoncture. Je crois que quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a bénéficié d'une conjoncture internationale très favorable. Le prix du baril du pétrole sous Abdoulaye Wade était évalué à $174. Quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, ça a tourné entre 30 et 40 $. Cela lui a permis effectivement de s'appuyer sur des leviers pour diminuer les prix des denrées de première nécessité, c'est normal. Mais quand récemment on a vu que le prix du baril du pétrole était en train d'augmenter, automatiquement les difficultés sont revenues. L'État a eu des problèmes de trésorerie qu'ils ont eu des difficultés à reconnaître. La logique de comparaison également l'a amené véritablement à pratiquement dénoncer tout ce que ses prédécesseurs ont eu à faire pour mettre en exergue ses réalisations. Cela pose problème, d'autant plus que beaucoup de ces réalisations sont des projets de Abdoulaye Wade ou bien des régimes passés qui ont fait l'objet d'études très sérieuses et qui avaient même trouvé des financements. L'exemple le plus patent, c'est l'autoroute Ila Touba. C'était un projet d'Abdoulaye Wade. Maintenant, dans son discours, il oublie que en fait, l'État est une continuité et il n'essaie même pas de mettre en exergue le fait que, en fait,
l'État qui a ses prédécesseurs qui ont beaucoup travaillé également pour le développement du Sénégal, il ne les a pas mis en exergue, il a complètement occulté cela. Je crois que cela ne me semble pas quand même assez juste. Sur d'autres registres, par exemple, le groupe consultatif dont mon camarade a parlé tout à l'heure, je crois que c'est la 8e fois que le Sénégal se présente au groupe consultatif. 2 fois sous le régime de Macky Sall. Chaque fois que le Sénégal va au groupe consultatif, généralement, les résultats sont souvent satisfaisants. La question que les Sénégalais se posent, c'est que comment peut-on aller là-bas pour demander 2 000 milliards et qu'on nous donne 7 000 milliards, qu'on puisse les prendre et s'auto-glorifier sur le fait qu'on nous prête de l'argent, alors que ce sont les générations futures qui devraient payer. On engage toute une nation pour 30 ans, alors qu'à la base, il n'y a pas eu de concertation. Le problème de Macky Sall, c'est que généralement, c'est quelqu'un qui, peut-être par sa nature, a l'habitude de faire du forcing. C'est pourquoi il gère mal le pays, il n'y a pas de concertation et le dialogue politique est bloqué. Et par rapport à tout ça également, nous aurons l'occasion de revenir peut-être dans les détails, mais je veux dire aussi que sur certaines questions sur lesquelles on l'attendait, on ne l'a pas vu. Mon camarade a parlé tout à l'heure de l'état de droit. Qu'en est-il de l'état de droit? Au regard de ce qui se passe au Sénégal, l'emprisonnement de Khalifa Sall et de Karim Wade est décrié par toutes les institutions internationales. Le groupe consultatif des droits de l'homme de l'ONU a été clair. La CEDEAO également a été très claire, mais le Sénégal a outrepassé toutes ces institutions-là et leurs directives, leurs avis pour faire du forcing. Tout ça, ça pose problème. L'instrumentalisation de la justice qui lui permet aujourd'hui d'aller aux élections en choisissant lui-même ses candidats. Ça pose problème. Le dialogue politique au Sénégal est bloqué. Et c'est Macky Sall qui est le seul responsable. C'est inadmissible qu'au Sénégal, qu'à moins de 2 mois des élections, qu'on ne puisse pas dire qui est candidat et qui ne l'est pas. Ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Même sous le règne d'Abdou Diouf, il y avait une dynamique de concertation autour de ces questions politiques parce que c'est très sensible. Il y va de l'intérêt du Sénégal. Quand il a parlé des élections, il a lancé un appel en estimant qu'on va vers des élections apaisées, etc. Je crois qu'il a l'entière responsabilité de tout ce qui adviendra dans ce pays-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse faire un appel à des élections libres, démocratiques et transparentes en outrepassant même les lois du Sénégal. Parce qu'on voit Macky Sall tripatouiller la Constitution à quelques encablures des élections. On voit que Macky Sall a un ministre de la Justice qui lui confectionne sur mesure des lois qui empêchent des Sénégalais de pouvoir participer aux élections. Ça, c'est des problèmes. Pourtant, malgré tout, l'opposition a accepté en collectant des parrainages et déposé des dossiers sur ces listes. Le problème, c'est que Macky Sall a en face de lui une opposition républicaine. Mais tout ça, c'est de la machination. Quand les gens avaient commencé à entamer cette procédure de parrainage, l'opposition radicale était contre. Mais l'esprit républicain a prévalu pour que les partis légalement constitués se conforment à la loi parce que c'est une loi qui a été votée. L'opposition est républicaine. Mais l'opposition également est disposée à un dialogue. Quand il a appelé à ce dialogue-là à la présidence de la République, la majeure partie de l'opposition y est allée. Mais qu'est-ce que cela a accouché? Donc pour dire que c'est une volonté manifeste d'appeler des gens à un dialogue alors que le dialogue n'est pas sincère. Et cela nous amène dans des situations difficiles. Pour l'essentiel, son discours est axé sur un bilan et au cœur de ce bilan, il n'y a que des infrastructures. Et pour l'essentiel, c'est des infrastructures routières. Je dois dire que un régime, un président, on l'élit pour qu'il
répondre aux préoccupations de ceux qui l'ont élu. On nous parle d'une croissance de 7,2%, mais tout le monde, les étudiants de première année vous diront que cette croissance-là, elle est extravertie parce qu'elle est tirée par des entreprises étrangères. L'économie du Sénégal aujourd'hui est pilotée par des multinationales françaises. Cela, c'est connu de tout le monde. Les réalités sociales que vivent les Sénégalais sont autres que ce taux de croissance de 7,2% qu'on nous présente. Ça, c'est la réelle politique, ça. Alors moi, je ne serai pas là maintenant à véritablement m'entraîner dans cette logique de discuter sur le plan Sénégal émergent qui n'a pas fait l'objet de concertation, parce que quand on veut engager un pays pour 30 ans, la meilleure des choses, c'est de discuter avec les forces vives de ce pays-là. Ça n'a pas été. C'est quelque chose qu'on nous a imposé, et on nous impose également un endettement excessif, parce que simplement le Sénégal a des garanties sûres. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'on nous dise les 5 000 milliards de plus que le président a décroché au niveau du groupe consultatif, ça va servir à quoi? Comment on va payer ça? Dans quelles conditions on va l'investir dans l'économie du Sénégal? Ça pose problème. Je vous remercie. Monsieur Mbaye va certainement répondre à cette question. Monsieur Mbaye, en attendant de passer, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui, peut-être des questions, mais d'abord quelques constats, si vous me permettez. Donc, je voudrais d'abord commencer par vous dire merci par rapport à cette émission et aussi dire merci à nos invités qui sont là avec nous aujourd'hui ce soir, en ce 31 décembre 2018. Et effectivement, c'est l'occasion de présenter nos vœux à nos téléspectateurs, à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent, et souhaiter que notre cher Sénégal encore dépasse encore tous ces problèmes qui viennent d'être évoqués. Donc, et pour revenir sur le discours, si vous le permettez, Jeanne, du président de la République, je commencerai par le bas, parce qu'il a terminé par parler des élections. En fait, je suis convaincu d'une chose, que ce discours, parce qu'en fait c'est un discours de fin d'année, donc il devait être un bilan annuel, mais en vérité c'est un bilan de mandat, et c'est pour la bonne cause, hein, il a bien raison, parce qu'il va vers des élections, et donc c'est l'occasion pour lui de parler un peu, de revenir sur son bilan, et c'est ce qu'il a fait. Et donc il n'a pas aussi hésité à mettre en valeur tous les points sur lesquels il pense avoir réussi. Et je pense que cela aussi, c'est de bonne guerre. Et aussi, et je pense que nos co-débatteurs, on en a parlé tout à l'heure, il y a effectivement une auscultation de certains points, effectivement, des problèmes qui se posent au Sénégal, dont il n'a pas parlé. Mais en fait, pour moi, il en a parlé. Il en a parlé de façon voilée, parce qu'en fait, il a tracé des perspectives. Quand il trace des perspectives, c'est surtout par rapport à ces points sur lesquels il n'a pas réussi. Rappelez-vous, comme perspective, il a sorti 5 points majeurs. 5 points majeurs. Le premier point, c'est par rapport à la jeunesse. Donc, il est conscient que donc, la question de l'emploi n'est pas encore réglée, loin de là. Il a parlé de l'économie sociale. Malgré donc ces bourses sociales, malgré les cartes d'égalité du champ, il sait que le champ est encore là, il est encore à élaborer. Il a parlé du numérique, de l'économie numérique. Il sait que notre pays, le Sénégal, donc encore a des pas importants à franchir dans ce domaine-là, d'autant plus que c'est une réalité que tout le monde sait, hein, que le numérique aujourd'hui est détenu par un multinational aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps dans ce domaine-là. Il a parlé aussi de l'environnement. Nous savons tous les problèmes qui existent en Casamance par rapport à notre forêt, par rapport à notre bas, à cette grande richesse que le Sénégal est en train de faire dans ce domaine-là. Et enfin, il a parlé de l'industrialisation. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Effectivement, ça, ce sont les points faibles du bilan de Macky Sall. Et c'est pour cela qu'il a eu l'intelligence de tracer des perspectives dans ce sens-là. Mais pour en revenir à nos communautés, pour leur poser quelques petites questions, moi je rêve d'un Sénégal où, quand on est en face de ce débat-là, où ceux qui sont pour disent que oui, nous sommes d'accord qu'on a réussi ça, mais nous sommes d'accord qu'on a échoué dans ce domaine. Ou les autres disent, je suis d'accord, vous avez réussi ça, mais je suis d'accord, mais aussi, je sais que vous n'avez pas réussi ça. Et que les gens acceptent. Et c'est ça qui va conduire le Sénégal vers cette émergence. Il faut que les gens s'accordent à comprendre que la vie politique, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une dualité, ce n'est pas une rivalité, ce n'est pas, au contraire, à mon avis, entre majorité et opposition, c'est une sorte de complémentarité qui doit se faire pour que les Sénégalais en plus. À quand? La question c'est à quand?
les politiques qui siègent pour notre nation. Merci beaucoup, Monsieur Meng, pour cette contribution. Et on va en revenir toujours sur le discours du chef de l'État. Il en a parlé tout à l'heure. On a parlé de bilan des 7 ans de règne de Macky Sall, mais également il s'est projeté avec des perspectives. Et parmi ces projets, on peut retenir ces 5 initiatives majeures. Tout à l'heure, vous avez parlé d'industrialisation. Il n'en a pas parlé, c'est vrai, mais il a des projets. Il en a parlé d'industrialisation de la jeunesse sénégalaise, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, PSE vert, mais également l'industrialisation comme 5 points. On peut dire que peut-être le bilan, il y a des choses qui ne sont pas encore faites, mais aussi il y a des projets, des choses à réaliser. Oui, on est d'accord, hein, comme vous l'avez dit, que dans un bilan, il y a des choses qui sont positives, on n'est pas nihiliste. Quand il parle de l'électricité, nous sommes d'accord qu'entre 2012 et maintenant, il y a une évolution. Mais quand on parle d'électricité, il faut avoir en vue l'électricité dans le sens d'une transformation industrielle. Mais excusez-moi, mais il y a toujours un mais. Voilà, dans le sens industriel. Quand on pense l'électricité simplement du point de vue domestique, ça pose problème. Aujourd'hui, quelle est cette capacité de pénétration de l'électricité pour permettre une transformation de nos produits, pour permettre d'asseoir un secteur secondaire assez fort? Tout ça se fait sur la base de l'électricité. Et tout ça n'existe pas. On est d'accord également que, entre-temps, il y a le taux de croissance qui s'est véritablement amélioré. Mais qu'est-ce que le taux de croissance par rapport au vécu des Sénégalais? Quand je dis que le taux de croissance, comme il l'a dit l'autre, Mafou, est extraverti. Aujourd'hui, vous prenez les secteurs qui portent notre économie. C'est le tertiaire. C'est le tertiaire qui porte notre économie. Que ce soit les banques, assurances, télécoms et autres. Toutes ces sociétés sont des sociétés étrangères, françaises, turques et autres. Aujourd'hui, vous prenez l'essentiel de nos ressources. Vous prenez le port. Aujourd'hui, ce n'est plus entre les mains des Sénégalais. C'est surtout entre les mains de multinationales Bolloré et autres. C'est les Français qui sont toujours là. Vous prenez l'aéroport, c'est géré par qui? Vous prenez aujourd'hui nos ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz et autres. Toutes ces ressources-là qui contribuent à produire une richesse n'est pas redistribuée parce que c'est, comment on appelle, réexporté. C'est pourquoi ce taux de croissance, ça a beau être de 2 chiffres, mais ce taux n'a pas d'impact dans le vécu des Sénégalais. Pour le savoir, entrez simplement dans Thiès, et c'est le même cas partout dans le Sénégal. Il n'y a plus, vous prenez les non-fonctionnaires, il n'y a plus au Sénégal un fonctionnaire qui a un seul boulot. Il n'y en a plus. Ils sont dans les bureaux, ensuite après ils vont faire le kharmat. Parce que le niveau de vie est trop élevé par rapport au salaire qu'ils reçoivent. Il n'y a pas une redistribution. Vous prenez les Jakarta, la question de l'emploi. Ils y ferment les yeux malgré les ravages que les Jakarta font. Mais aujourd'hui, ils ferment les yeux parce qu'ils ne sont pas capables d'offrir à toute cette jeunesse-là un certain emploi, une certaine formation et autres. Pourtant, on parle de 491 000 emplois hors secteur informel et secteur académique. Qui nous disent dans quel secteur ils l'ont créé. L'éducation ne recrute plus. L'éducation ne recrute plus depuis un certain temps. Quel secteur public? Vous nous dites dans tel secteur, nous avons. D'ailleurs, prenez le privé. Donnez-moi 2 secteurs phares aujourd'hui, ou bien 2 entreprises phares de notre économie qui est du privé. Il a complètement tué le privé national au détriment, au profit du privé étranger. Au profit du privé étranger. Vous prenez la pêche aujourd'hui. Il nous dit que Macky Sall est en train de subventionner à hauteur de 1 million les moteurs de pêche. Mais regarde, nos pêcheurs, quand ils vont en mer, ils rentrent bredouilles. Pourquoi? Parce que la mer on a signé des accords de pêche qui continuent à surexploiter nos mers. Aujourd'hui, nos pêcheurs se font matraquer en Mauritanie et en Guinée. Alors, on a beau subventionner, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faudrait réorienter notre politique économique, savoir nos priorités. Qu'est-ce que nous voulons réellement et pour qui nous voulons ça réellement?
Mais quand on donne tout à la France, tout aux Marocains, tout aux Turcs, tout à l'étranger, finalement, qu'est-ce qu'on réserve pour les nationaux? Et une économie ne peut pas se construire par les autres. C'est nous qui construisons nos économies maintenant avec les autres. On ne peut pas se fermer, mais il faudrait permettre également aux nationaux, leur donner un certain nombre d'avantages dans le pays. La terre, on donne ça à des étrangers. Regardez ce qui se passe avec l'économie. Non, quand je parle de la terre, on ne la fabrique pas, on est d'accord. La terre, on l'exploite. Non, moi je dis la terre, pas le terre. Pas le terre, je dis la terre. Voilà. Quand je parle de la terre, je parle de l'agriculture, d'une vision agricole. Aujourd'hui, c'est une vision qui est axée sur les multinationales. On leur octroie, vous avez vu avec les Indiens, comme les Indiens, avec les Indiens. Je vous donne un exemple avec les Indiens. Ils prennent énormément de terre qu'ils donnent aux Indiens. Ils viennent, commencent à produire de la pomme de terre. Et après, l'année passée, c'est ce qui s'est passé. Ces Indiens, ils produisent de la pomme de terre. Ensuite, la bonne qualité, ils l'exportent vers l'Inde. La mauvaise qualité, ils inondent nos marchés. Et finalement, demander aux agriculteurs de Kayar, le kilo de pommes de terre était allé jusqu'à moins de 150 francs. Et ils avaient fait des prêts dans les banques. Ils finissent par fermer boutique parce qu'ils ne peuvent plus écouler. Tout cela, c'est fragiliser nos agriculteurs. Vous prenez l'arachide. L'arachide continue à être exporté de façon brute. Qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça? Quelle transformation qualitative qui puisse permettre d'avoir aussi bien de l'huile, mais également développer notre élevage par rapport à ça? Regardez, jusqu'à présent, le Sénégal dépend de la Mauritanie et du Mali pour s'approvisionner en moutons. Cela montre simplement notre retard, alors que la Mauritanie est un pays du Sahara. Il y a la promotion de l'insémination artificielle, il va en parler, ça va apporter des avancées. On dit toujours ça va. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 7 ans dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche? Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Quel impact cela a sur le Sénégal? Qu'est-ce qu'ils proposent pour protéger aujourd'hui nos côtes qui sont menacées par... Qu'est-ce qu'ils nous proposent par rapport à ça? Il y a énormément de domaines sur lesquels Macky Sall n'a pas apporté de solution. Et il a montré par cette, vision prospective ou bien futuriste qu'il a donnée en parlant de la jeunesse. Il a échoué en matière de politique de jeunesse. Il nous parle de la jeunesse comme axe de son mandat en 2000 après. Il nous a parlé d'économie sociale. Ça montre simplement ce clivage-là. On a un pays où la population continue à se paupériser, alors que certains continuent par le biais de la corruption, par des détournements, à s'enrichir. Combien de directeurs généraux aujourd'hui sont protégés par le président de la République? Il y a également la question de l'écologie. Aujourd'hui, notre environnement est menacé, notre environnement est attaqué de toutes parts. Qu'est-ce qu'il propose par rapport à ça? Et l'industrialisation, cela montre ce que je vous ai dit, qu'il a échoué totalement dans sa politique économique. Il a réussi quelque chose. Ce qu'il a réussi, c'est surtout de nous ligoter et de nous donner aux étrangers. Monsieur Mbaye, êtes-vous d'accord avec ça? Bon, moi je pense que dans une analyse, on se doit d'être très objectif, puisqu'il est en train d'avancer des choses qui sont en contradiction avec la réalité que nous vivons. Bon, le président, vous parlez de la terre. La terre, je vous ai dit que nous n'avons jamais atteint une production de plus d'1 million de tonnes en matière de riz. Et nous l'avons atteint. Nous n'avons jamais atteint la production en matière d'arachide de plus d'1 million de tonnes. Nous l'avons atteint. Vous parlez de l'élevage, le ranch de Doli, ranch Djiboka, avec 120 km de clôture, qui permettra d'éviter les conflits entre pasteurs et agriculteurs. Et ça, c'est un acquis extrêmement important pour le président de la République et pour le pays. Maintenant, je vais revenir sur pas mal de choses. Si vous parlez d'industrialisation, vous parlez de politique de jeunesse, vous parlez de l'emploi. Alors, j'ai l'impression que vous ne comprenez même pas ce que c'est que le PSE. Parce que le PSE, c'est des phases. Nous sommes dans la phase 1.
Et la phase 1, c'est les infrastructures qui sont priorisées. Il faut savoir cela. Et que le président est en train de le réussir, vous l'avez reconnu. Nous sommes en train de réseauter ce pays-là en termes routiers et autoroutiers. De 32 km, nous sommes à presque 200 km d'autoroute. Ça, c'est des acquis qui permettront de faire circuler l'économie, de faire circuler, de relier les grandes villes à la capitale. Mais supposons qu'un producteur qui est à Richard Toll, qui a beaucoup d'oignons, ça va lui permettre de faire, d'acheminer cet oignon-là à Dakar dans un temps moindre, par exemple. Ça, c'est un gain de temps. L'économie, c'est des gains de temps, mon cher. C'est ça l'économie. Ça va permettre à la population de gagner du temps. Vous parlez de la croissance, parce que c'est fondamental. Je vais vous répondre par rapport à ça. Vous parlez de croissance extravertie. Dans ce monde, toutes les croissances, ça veut dire que vous ne connaissez même pas la réalité de ce monde-là. Nous sommes dans un monde globalisé, mon cher. Et dans un monde globalisé, aucune économie n'est fermée. Même les États-Unis. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas ces concepts-là, il faut aller vous ressourcer. Même les États-Unis se plaignent de l'ingérence de la Chine. Même la France a des problèmes actuellement parce que tout simplement les Chinois sont en train de contrôler les industries. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. C'est les multinationales qui s'implantent un peu partout dans le monde. Ça, si le Sénégal refuse cela, ça veut dire que le Sénégal refuse d'avancer. C'est impossible pour le Sénégal. Ça, il faut le savoir. Deuxième chose sur la croissance, vous dites que c'est extraverti, ce n'est pas inclusif. La redistribution. Si vous dites qu'il n'y a pas de redistribution, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que vous dites. La redistribution, c'est quoi? C'est les fruits de la croissance redonnés à la population. L'électricité est subventionnée actuellement. On vous a diminué de l'électricité. C'est de l'argent dans vos postes. Ça, c'est le fruit de la croissance. 300 000 familles qui n'avaient pas 100 000 francs toute l'année sont en train de recevoir 100 000 francs toute l'année. Où est-ce qu'on trouve cet argent-là? Mais ça, c'est la croissance qui a permis au président Macky Sall de faire cela, mon cher. Sa participation dans l'autoroute Ila Touba, ça, c'est la croissance, mon cher. Sur l'autoroute Diamniadio, l'État a une quote-part de presque plus de 50%. Et ça, c'est redistribué, mon cher. Les impôts, donc ça aussi, si vous ne le savez pas, allez chercher la circulation d'un ticket. C'est très simple. L'État a sa part là-bas. Vous allez chercher un ticket de l'autoroute, vous allez voir la part de l'État. Ce que je dis, ce n'est pas de l'invention, mon cher. Ce n'est pas des inventions. Non, ce n'est pas des inventions. Maintenant, je continue sur ma lancée, s'il vous plaît. Que le président puisse augmenter de 40 000 francs l'indemnité de logement des enseignants. Où est-ce qu'il trouve cet argent-là? Mais ça, c'est le fruit de la croissance, c'est la redistribution, mon cher. Quand il baisse les impôts, c'est la croissance. C'est ça ce qu'on appelle la croissance. Maintenant, vous voulez un pays hermétique. Si le Sénégal est hermétique, le Sénégal n'a pas les capacités, mon cher, de fabriquer un terre. Il a l'obligation de faire appel à des entreprises étrangères et de prendre la main-d'œuvre locale. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas créer le terre. Non, vous ne pouvez pas. Non, mon cher, non, ça se justifie parce qu'on perd 100 milliards par an sur la concentration de Dakar. Ça, c'est des chiffres de la Banque mondiale, encore une fois. Mais il ne faut pas me couper parce que vous êtes en train de me faire perdre mon fil, mon cher. Parce que c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Et c'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de dire. Donc, le président est en train... vous avez la couverture maladie universelle. Quand le président permet aux enfants qui ont 5 ans de pouvoir bénéficier de certains soins, ça, c'est la redistribution aussi. Donc, tout cela réuni montre que le président est en train de faire ce qu'on appelle la justice sociale. Parce que dans le président, son créneau, ses piliers fondamentaux pour le développement du Sénégal, c'est l'équité territoriale, c'est-à-dire que Dakar ne puisse plus dépasser arbitrairement les autres localités. C'est pourquoi le président a créé le PUDC, le PUMA,
pour pouvoir permettre aux autres localités de bénéficier des retombées, de la croissance. Parce que Dakar avait tous les privilèges, les autres régions ne l'avaient pas. Donc c'est ça qu'on appelle l'équité sociale. Ensuite, il y a la justice sociale. La justice sociale, c'est quoi? Le président, il dit qu'il y a une certaine frange de la population qui bénéficie de pas mal de faveurs. Moi, je vais être du côté des gens qui sont en difficulté, en instaurant ce qu'on appelle les bourses de sécurité sociale, en instaurant la couverture maladie universelle. Vous parlez de l'emploi des jeunes, mais l'ADER, mon cher, l'ADER, ça, c'est quoi? Délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ça permettra aux jeunes qui sont en difficulté, les jeunes du Jakarta dont vous parlez. Mais le Jakarta, mais c'est quelque chose qui est bien. C'est un bon projet. Oui, c'est un bon projet. Parce que ça permet à quelqu'un de gagner de l'argent. C'est de l'entrepreneuriat. C'est que tant que les Sénégalais n'enlèvent pas dans leur tête les petits boulots-là qu'ils pensent que ce n'est pas bon, le Sénégal ne se développera jamais. Parce que les petites et moyennes entreprises permettront ce pays-là de développer. Le Japon, c'est ça qu'il a développé. La Chine, les dragons, c'est les petites et moyennes entreprises. Un Jakarta, c'est une petite entreprise. Quelqu'un qui a son tailleur, qui a son atelier de tailleur, je viens sur l'électricité. Vous dites que l'électricité n'a pas d'impact dans l'industrie. Mais c'est complètement faux. Parce que si l'électricité est coupée, quelqu'un qui a son atelier d'électricité, de tailleur, autant pour moi, ne pourra pas coudre. Les industries qui sont là, les ICS, par exemple. Il y en a toujours. Mais il y en a toujours quand même, mon cher. Oui, il y a des industries, mon cher. Hein? Ah si, il y en a. Mais je peux vous en citer. La CSS, les ICS. Vous êtes en train de tuer? Non, du tout. Non, du tout, mon cher. Il y en a beaucoup. Les petites et moyennes industries. C'est l'électricité qui les font fonctionner. Vous dites que l'électricité n'a pas d'impact par rapport à l'industrie. C'est complètement passé à côté, mon cher. Donc voilà tout cela réuni. Pour répondre aussi à mon cher co-débatteur qui parle de Abdoulaye Wade et des projets, de la dette du pays, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une dette. Une dette, autant pour moi, une dette du pays. Je vais donner quelques chiffres. Le Japon, le taux d'endettement du Japon par rapport au PIB est de 245%. Le Japon, deuxième pays le plus industrialisé. C'est vous qui le dites. Le Sénégal est à 47,7% d'endettement, taux d'endettement. La France est à 99,3% du PIB. Un pays qui veut se développer, pour le Sénégal, moi je trouve que le taux d'endettement du Sénégal est très faible par rapport à ses ambitions. Parce que si vous ne vous endettez pas, dans le monde actuel, dans le monde moderne, si vous ne vous endettez pas, vous ne pouvez pas vous développer. Mieux, le taux d'endettement du Sénégal est en deçà de la moyenne de l'UEMOA qui est de 70% du PIB. Excusez-moi de vous interrompre, M. Mbaye, en parlant de cet endettement. On avait besoin de 2850 milliards. On nous en propose 7 000 milliards. Est-ce qu'il y avait une nécessité de prendre plus de 5 000 milliards, s'endetter plus? Oui, non, là aussi, il faudrait que je précise que le pape, on avait un gap de 14 000 milliards. C'est 14 000 milliards, le PAP 2. Alors, le Sénégal devait combler ce gap-là et aller chercher le reste avec ses fonds, ses propres ressources. Alors, si vous devez financer à hauteur de 14 000 milliards, quelqu'un vous dit que je peux vous donner 7 000 milliards, vous prenez les 7 000 milliards et vous cherchez le reste. Voilà pourquoi le Sénégal a pris cet endettement de 7 000 milliards. Non, ce n'est pas excessif du tout. C'est même faible par rapport à ses ambitions de développement. Aujourd'hui, les deux pays que vous avez cités, que ce soit la France